Vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Rien dans cette société ne concerne les femmes. Alors, à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités et celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Valérie Solanas et de son SCOM Manifesto, ici une édition de 87. Nous allons parler de femmes, et j'oserais dire pour cela parler de Delhomme, de Chloé Delhomme et de Fallers. Je ne pense pas qu'on ait besoin de moi pour présenter Chloé Delhomme, en tout cas on peut rappeler qu'il s'agit d'une grande autrice de littérature francophone, de la maîtresse de l'autofiction, et qu'elle s'oriente depuis quelques années vers vraiment plus la fiction. Et moi, c'est plus cette partie-là de son œuvre que je connais, mais je sais que je vais aller explorer le reste. Et j'avais parlé notamment de Pauvre folle. Alors, j'avais aussi parlé des Sorcières de la République, mais là, c'est pas une vidéo qui est très bonne. Je pense la refaire bientôt. Et voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, je crois, depuis quelques années dans l'œuvre de Chloé Delhomme, en passant par la fiction. Mais je réalise aussi l'importance absolument cruciale de son œuvre en littérature, et bien sûr au-delà pour tout ce qui va des questions de politique et de féminisme. Alors dit comme ça, c'est vraiment pas amusant, mais on va aller vraiment directement dans le roman. Je partirai un peu de l'incipit parce qu'il pose pas mal de choses, et après on va absolument tout divulgacher, parce que c'est aussi là que ça devient intéressant. Mais je crois que ce début de Solanas, et j'ai vraiment l'impression qu'au moins une grande partie de l'œuvre de Delhomme consiste à réécrire ou à prendre au sérieux le SCOM Manifesto, et je pense que c'est d'ailleurs la seule façon de lire le SCOM. Ça va se retrouver dans Fallers, donc ce roman inédit, qui est un genre de spin-off de Pauvre folle que j'ai laissé sur ma table basse. Je crois, je sais plus ce que j'ai fait. Mais dont j'avais parlé, donc ça je vais mettre la vidéo en fin de celle-ci et en description, mais comme les deux que j'avais déjà faites sur le SCOM. Je vais le rappeler, le SCOM est pour moi, je dirais pas un des plus grands textes du XXe, mais je dirais un des textes les plus importants du XXe siècle, tout genre, si je puis dire, confondu. Faller est sorti il y a 2 mois, ou quelque chose comme ça, je sais plus les dates, directement dans la collection Point Féminisme. Et c'est donc un genre de spin-off de Pauvre folle, c'est-à-dire, voilà, il y a un moment comme ça d'imagination de ce que pourrait faire un groupe de filles qui ferait exploser des bites, quoi. Et ben, vous vous êtes demandé ce que ça fait si des filles pouvaient commencer à exploser des bites? Bon, ben c'est le synopsis. Quand vous savez ça, vous avez déjà quand même les grandes indications. Évidemment, ça ne suffit pas, sinon ça ne serait pas intéressant. On va commencer dès le début, c'est-à-dire par le début. Enfin, là, quand on a donc là, moi, j'ai carrément le titre, le bandeau encore, etc. Boum, hop, avec 100 bandeaux. Et vraiment inédit, c'est assez cool que ça sorte directement en point. Pas cher, donc là, moi, je l'ai à 8,90. C'est quand même ça, c'est quand même assez en prix éditeur. C'est assez cool. Et en plus, avec, vous avez de la musique que je vais aussi mettre en lien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des chansons dans le texte et je vais essayer d'en dire quelques mots. Hyper important. On commence un titre qui en fait va se révéler thématique et qui est vraiment tout un programme, mais un programme encore assez mystérieux parce que de vous à moi, je sais pas ce que ça veut dire. En revanche, je peux reconnaître la racine phal, phallus, phalloï. Donc le phallus, globalement, c'est un concept freudien à partir d'un mot grec. Le phallus en antiquité grecque, si j'explique ça correctement, c'est les grands pénis postiches au théâtre. Et c'est quand même le symbole du pénis chez Freud. Et donc il va y avoir après un ensemble de théories qui vont en dériver, donc sur le complexe de castration, l'envie du pénis, etc. Et donc le phallus, c'est aussi le pouvoir symbolique que donne le pénis, en gros. Et c'est une des raisons pour lesquelles on parlait plus dans les années 70 de phallocratie ou de
d'égocentrisme, chez Derrida et Sixou par exemple, que de patriarcat. Aujourd'hui, le mot patriarcat revient fort. Il est plus ancien, hein, patriarcat, et puis ça pouvait même être positif. Dans le 5e, vous avez un parking des patriarches. Hein, donc c'est peut-être là où il faut mettre les patriarches, mais voilà, patriarche, patriarcat. Le patriarcat, c'est le régime politique des patriarches, donc qui est aussi un peu originaire, etc. Donc, vous voyez, on a quand même des connotations hyper différentes. Et ça nous dit aussi quelque chose d'un effacement de Freud dans, j'allais dire, la psyché collective, ce qui... Voilà. Mais c'est assez intéressant, global, au niveau des termes. Et donc là, on va vraiment être dans ces questions un peu symboliques, et en même temps, on peut le reconnaître, et on est quand même sur un néologisme qui va s'expliciter dans le texte. Mais ça va déjà créer une espèce d'attente, de la surprise, on ne sait pas ce qui va arriver. On a un encadré. Ensuite, calmez-vous, messieurs, ça va bien se passer. Le trigger warning est un avertissement au public. Il prévient qu'une œuvre contient des éléments pouvant déclencher le souvenir d'un traumatisme. Personnellement, je ne suis pas pour, mais il faut tout envisager, tant la situation est actuellement tendue. Certaines diront que, une femme étant agressée sexuellement ou violée toutes les 7 minutes, ce qui se passe dans cette fiction relève du cathartique. Certains agiteront Freud, tous les petits garçons connaissent l'intense angoisse de castration. C'est par égard pour eux que se trace cet encadré. Et moi j'ai écrit en marge, évidemment, on ne peut plus les encadrer parce que je suis une petite loufoque. Ça, c'est hyper intéressant, parce qu'on est dans quelque chose qui va nous amener, évidemment, énormément de précision. Alors au-delà, du nom que de l'homme, on peut connaître l'œuvre, etc., mais on va faire comme si on ne connaissait pas. Calmez-vous, messieurs. Alors, l'encadrer comme ça, c'est quelque chose qui peut effectivement venir au départ pour annoncer, prévenir de quelque chose, donc tout est ressemblant serait fortuite, etc., ce genre de choses. Mais ici, ce qu'on va avoir, ça va être quelque chose qui est un trigger warning, pas neutralisé, mais resubvertisé, et qui va trouver autre chose. Donc exactement comme c'est expliqué, un trigger warning, c'est un usage d'annonce, de potentialité traumatique, et normalement, ça va plutôt s'adresser à des victimes. Mais ce qui est extraordinaire, là, et qui va vraiment poser toute une question hyper importante sur l'humour chez Delhomme et dans Fallers, ça va être vraiment cette question d'inversion, ou de remise à l'endroit, c'est-à-dire qu'ici, les traumatisés, c'est pas les victimes. Hein, et donc c'est ça que fait ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, notamment dans des cercles féministes radicales, la remise à l'endroit. Ici, donc voilà, les traumatisés ne sont pas en fait les réels traumatisés, qui seraient donc les victimes, mais en fait finalement le prisme victimaire est à peu près esquivé. En revanche, le trauma, il va être celui des hommes, marqué par ce complexe freudien, qui n'est pas repris en tant que tel, la citation le montre. Et cet effet citationnel, il est renforcé par la phrase en gras qui va ouvrir, et qui, en fait, est une adresse, pour montrer que ce trigger warning, finalement, il ne s'adresse pas aux pauvres traumatisés qui seraient ces pauvres femmes un peu trop violées, un peu trop fragiles, parce que tu comprends, être une femme libérée, c'est pas si facile, et il vient un peu là que je te libère, mais c'est plus exactement une adresse aux hommes pour donc qui pourrait être un vrai trigger warning, et qui est aussi un vrai trigger warning, qui a aussi cette espèce de fonction de désamorcer le reproche de misandrie, par exemple, et donc derrière ce qu'on va avoir, c'est les reproches misogynes, antiféministes habituels, d'hystérie, de mal baiser, etc. Enfin, ce qui est assez étonnant parce qu'on dirait des aveux dans ces reproches. Mais ce qui va aller avec ça, ça va être donc une annonce qui renverse la charge de l'insulte, clairement, de l'insulte de fragilité, qui est vraiment une insulte misogyne et qui est en fait aussi une insulte viriliste, et qui va avec la reprise de Darmanin. Je vous rappelle, calmez-vous madame, ça va bien se passer, qui en fait était un dog whistle d'extrême droite, une reprise de termes d'extrême droite extrêmement misogynes, notamment sur des forums comme jeuxvideo.com, etc. Et qui a été sorti, je crois que c'est Apolline de Malherbe, en direct. Hein. D'ailleurs, elle avait recadré pour dire pas. Mais qui est un dog whistle. Alors, calmez-vous madame, ça va bien se passer.
Au niveau 0, où on ne voit pas la citation, et moi honnêtement je ne connaissais pas la citation avant d'en lire des analyses, c'est déjà misogyne, parce que ça va être condescendant, et ça va en fait faire quelque chose qui rhétoriquement est assez habile, mais particulièrement pénible, parce qu'on va accuser l'autre en le pathologisant, et ici carrément en donnant un ordre, à l'impératif, d'un comportement non calme, potentiellement hystérique, et ça va bien avec le madame, pour dire avec quelque chose, oui, d'extrêmement condescendant, donc c'est-à-dire qui va infantiliser, qui va rabaisser, pour endiguer voilà, une réaction négative, potentiellement négative et qui serait irrationnelle. Là où en plus la chose était d'autant plus tordue, c'est que ça, ce phénomène-là, il est une citation, il faisait signe à ceux, essentiellement, qui connaissaient l'origine et donc qui ont pu reconnaître la citation, parce qu'en fait c'est quelque chose qui va se répéter pour pathologiser les adversaires de la façon la plus traditionnelle, et enfin même pas archaïque, mais 19e, avec notamment le reproche d'hystérie, et là pour ça je vous renvoie aussi au super documentaire, il me semble en 4 épisodes, des fantômes de l'hystérie de Pauline Chanu sur France Culture. Si j'y pense, je le mets en lien. Et, mais c'est pas sûr que j'y pense, mais c'était vachement bien. Donc là, en fait, ce qu'on a, c'est hop, tout un jeu de citations qui vont comme ça se superposer pour cette fois les renverser et s'adresser aux hommes, et donc ramener avec de l'humour, puisqu'on va reconnaître ici quelque chose une misogynie que l'on va reprendre, sans reprendre la charge de misogynie. Un peu de condescendance peut-être, mais on a une véritable explication. Et donc avec oui, moi je pense quand même une espèce de condescendance qui fonctionne comme un piège énonciatif, c'est-à-dire que, bon, mais vous allez voir ceci, vous aimez ou vous n'aimez pas, mais faites pas vos fragiles, puisque vous n'arrêtez pas de dire que tout le monde est fragile, voilà, et que les nanas sont fragiles. Donc avec un renversement de l'insulte pour piéger l'adversaire. Ou, en tout cas, les hommes qui liraient cela, en partant du principe qu'ils vont s'insurger. Donc il y a quelque chose ici, et qui en même temps est quand même déjà assez réjouissant. Et là, on sait qu'on va entrer dans les territoires jubilatoires de la misandrie, ironique, réaliste. C'est un peu compliqué. Mais misandrie, une misandrie qui serait complètement réelle ou pas, en tout cas, ça va être amené d'un point de vue, à un niveau complètement référentiel, avec le bandeau, c'est les phrases qui ont accompagné, donc ça, l'apparition du texte. En interview, j'ai entendu quelque chose de super sur France Culture, etc. Je vais essayer aussi de mettre les liens. Tout ça, on va avoir, par cette fausse attention, par égard pour eux, qu'on a cet encadré, va y avoir voilà, comme ça une espèce d'attention que l'on fait histoire d'eux, parce qu'il faut bien faire attention, mais qui va en fait être mise en dans ce qu'elle va amener une espèce de condescendance sur la fragilité et l'irrationalité qui arrivent. Est-ce que tout cela est à prendre au sérieux ? Eh bien peut-être pas. Moi je dirais ni plus ni moins que chez Solanas. Et on va avoir exactement la même ontologie entre fantasme, fiction, hypothèse, projet politique et réalité que chez Solanas. Est-ce que Solanas est sérieuse dans son SCOM manifesto, dans le SCOM ? On va le remettre là. Et bien tout l'intérêt c'est que oui et non en même temps. Et c'est aussi pour ça que j'ai relu cette citation initiale qui appelle au sens du civisme autant que de la rigolade. Hop là, je remonte un peu plus haut. On reprend encore quelques éléments. Donc voilà, donc là on a une annonce quand même d'un sujet, ou en tout cas deux choses qui vont être quand même globalement de l'ordre de la misandrie, mais aussi donc du renversement ironique. Freud et toute l'entreprise freudienne qui est quand même globalement plutôt sexiste, renversée pour amener l'intense angoisse de castration aux petits garçons et donc pathologiser à l'aide des complexes psychanalytiques les réactions de cris d'orfraie auxquelles on peut s'attendre. On notera, personnellement je ne suis pas pour, donc on a là toute une ambivalence sur l'énoncé du trigger warning, en rajoutant que la situation, boum, indication de la référentialité, est particulièrement tendue. Bon, je pense qu'il y a ici une blague un peu graveleuse et qui m'a beaucoup fait rire.
Et on a bien sûr aussi quelque chose qui va se dessiner de l'ordre de la division du monde en deux camps, de différents rapports sociaux, certaines et certains. Et donc on va ramener d'un côté les viols et les agressions, qui va ramener la fiction du côté du cathartique, et donc ça c'est ramené du côté vraiment de la fiction, évidemment que c'est fictif, mais donc de la déréalisation, alors que de l'autre côté, finalement Freud va ramener à une référentialité qui est celle du fantasme. Et donc là on voit comment vont s'entremêler des choses qui vont être plus ou moins réelles, les unes avec les autres, à partir d'une simple annonce placée comme ça au seuil du récit. Dans le décor, l'héroïne. Et on va se rappeler que là, on a une espèce de jeu sur des effets d'artificialité où on va dénommer, où la narratrice, la voix narrative, va dénommer, désigner les éléments du récit comme des éléments de récit, ce qui va créer un sentiment d'artificialité. C'est vachement drôle. C'est exactement là le même comique que chez Pirandello, que chez Diderot. Enfin voilà, grand classique de ça. Avec des formes de familiarité, parce que le décor, ça pourrait être le décor de théâtre, le décor du roman, etc. Mais en même temps, finir dans le décor, c'est quand même plutôt familier pour dire qu'on se retrouve quand même à la ramasse. Et voilà, littéralement dans le décor, on peut dire, d'une certaine manière. Et ça, c'est intéressant, parce que on a aussi quelque chose entre le concret du décor réel et le sens figuré, mais en fait assez familier, d'être dans le décor, et ça passe encore, et ce sens familier, il est plutôt activé par le titre par le titre de ce chapitre qui est clivé en fait. Sans verbe, c'est vraiment un énoncé averbal, nominal, et où on va faire le lien, nous, en tant que lecteur, lectrice, lectrice, entre les deux éléments pour recréer un lien de prédication. Et donc où on comprend que dans le décor va s'attacher à l'héroïne avec un article défini, mais non, on ne sait pas qui c'est, mais on sait que c'est l'héroïne. Vous vous rappelez 6 personnages en quête d'auteur ? Voilà, c'est l'héroïne. Dans le décor n'a pas besoin de le signifier parce que là, il va s'agir de placer finalement, de mettre en place la situation initiale. On continue. Noël se meurt dans les vitrines de la galerie marchande. Plastique, coton, polystyrène, quel que soit l'artifice, la neige est couverte de poussière. Les soldes dévorent les Saint-Sylvestre, les robes en tulle, le lamé argent, les strass, tout est à moins 70%. Une papeterie propose un panel d'agenda aligné dans un bac, couverture sobre ou à motif, simili-cuir ou cartonné. Tous sont ceints d'un bandeau, l'année n'est pas la nôtre, et pourtant elle est proche de celle que nous habitons. L'éclairage est trop vif, le blanc des néons si cru, que celles et ceux qui traversent les allées de la galerie ont le teint d'un vieux photomaton. Les traits sont délavés, les visages ternes surexposés, évidés ou bouffis cireux. Du moins c'est l'impression qu'a en ce moment Violette, mais il faut se méfier. L'épuisement modifie toujours la perception. Elle a 17 ans et se cache sous sa frange. Ses yeux fardés de l'avant-veille tentent coûte que coûte de rester secs, tandis qu'elle avance en feignant d'oublier ce qu'elle fuit. Collant épais filé tout de même, mini-jupe en jean, Doc Martens. En jean aussi, sa veste trop large ouverte sur un pull noir moulant. Elle porte autour du cou des petits pendentifs, un cœur plaqué argent, une plume en fer rouillé, un minuscule poignard qui se voudrait en or. La couleur de ses cheveux n'a aucune importance, pas plus que sa corpulence et le pigment de sa peau. Ce qui compte, c'est qu'elle erre, ne sait plus où aller, son sac de toile en bandoulière. Est-ce qu'on va continuer un peu ça ? On va continuer un peu. Il lui semble qu'elle dérive le long des magasins, heurte sans cesse des corps qui marchent en sens inverse. Elle capte des fragments de leur conversation. Un homme dit à sa femme qui mord voluptueusement dans une gaufre liégeoise « Va pas pleurer après d'avoir plus de bourrelets que ta mère ». Un père dit à sa fille « La rouge était trop courte, j'ai pas envie qu'on pense que tu es une traînée ». Il vient d'être 12h30, beaucoup de bouches sont pleines. Violette lentement se rapproche d'une sandwicherie. Elle tâte ses poches désespérément vides et doit aussitôt se raviser. La faim cogne, vigoureuse au creux de son estomac, des petits coups de poing acides, précis et réguliers. Violette baisse les yeux pour observer son ventre. La douleur est si vive qu'elle redoute que ne se soit déjà creusé un trou. Sous les mailles de son pull, la chair est-elle toujours intacte ? Elle hésite un instant puis laisse ses doigts se glisser sous la laine afin de palper la zone rongée de gargouillis. Elle vérifie très sérieusement,
Auscultation express, l'épiderme est indemne, le soulagement visible, elle soupire d'être sauvée. Quand elle enlève sa main, le bas du pull soulevé laisse apparaître une demi-seconde, 1 ou 2 centimètres de peau. C'est infiniment peu, mais pourtant suffisant pour qu'aussitôt tout près retentisse une voix mâle, fourbe, pointue, surgissant de nulle part. Mademoiselle, mademoiselle. Elle n'a pas le temps de se retourner. À ses côtés se tient un sourire tellement large qu'il en est effrayant. La nuque de Violette se raidit à la vue des rebords de l'abîme. Mademoiselle, mademoiselle. L'homme est si jeune, à peine 20 ans. Il a néanmoins de l'écume au creux des commissures. Si on l'analysait, cette bave dense et mousseuse, elle nous révélerait le nom de l'espèce qui la produit. On apprendrait ainsi que l'homme, hélas si jeune, animal à sang chaud, mammifère carnivore, appartient à la famille des importunators, forme de couillidés intimement persuadé que sa conduite déplacée va finir par payer, qu'un jour il va scorer, car il est un chasseur. Durant combien de mètres se déroule la battue ? Des dizaines de dizaines de dizaines. Violette parcourt toute l'allée centrale au-delà du point information sans que l'homme lâche, cesse la traque, son mademoiselle en guise d'appôt. Allez, souris, fais pas la gueule. Violette marche vite et en silence, ignore les questions qui déferlent, l'éclaboussent et la noient. Ses yeux cherchent la sortie, elle tangue d'être ferrée. Allez, juste un café, t'inquiète, c'est moi qui paie. Ils sont au bout de la grande allée, les portes de ce comté sont condamnées, des rideaux de fer sur les boutiques et de fait, plus aucun passage. Violette amorce un demi-tour. On pourrait faire mieux connaissance. Épuisée par la traque, Violette sent que ses nerfs un à un s'effilochent, qu'elle ne peut plus contenir la déchirure en cours. Ses lèvres s'ouvrent sur un nom qui jaillit plein d'acide, articule fermement sur un ton sans appel. « Ça ne m'intéresse pas maintenant, laisse-moi tranquille. » L'homme jeune semble surpris, comme si le refus de Violette relevait de l'incongru, de l'impensable. Pourtant, les importunators se font rembarrer par toute leur proie. Rien d'inédit ne se déroule là. Mais cette espèce est dans le déni, refoulant chaque échec afin de maintenir son self-esteem. Aussi ce spécimen se poste-t-il soudain devant Violette en souriant. « Ok, mais on pourrait quand même boire un café ?» Ce faisant, il se rapproche, dans la nette intention de la saisir par le bras. La question de la limite diffère selon les êtres. Violette n'est pas tactile, c'est son moindre défaut. Elle recule si brusquement qu'elle fait crisser les semelles de ses Doc Martens montantes. « Ne me touche pas, dégage !» Le visage de l'homme jeune se ferme, que Violette lui résiste le repousse. Il ne le supporte pas. L'ego piqué à vif par cette offense suprême, il lâche comme un crachat. « Salope, tu te prends pour qui ?» La question de la limite diffère selon les êtres. Le dedans de Violette succombe à l'éruption. Elle tente bien de se contenir, de faire barrage à la furie qui s'empare de tout son être et lui calcine les tripes. La fièvre est trop forte, lutter est impossible. D'autant qu'il lui fait face, cet importunateur déjà prêt, il se rapproche encore, persuadé de son bon droit, puisqu'il est un chasseur. Car ainsi va son monde, un monde dans lequel il ne peut éprouver de frustration. Car ainsi va leur monde. Un monde dans lequel ils peuvent de chaque corps disposer d'un bain d'impunité et armés de leurs pulsions. Pas tous, n'est-ce pas, pas tous, mais la minorité des couillidés alliés n'est pas notre sujet. Ici est une histoire, un récit à l'étude. Gérer ses émotions n'est pas le propre de l'homme. Déception et colère le mènent à l'agression. Des coups de pied dans les portes et les tibias de sa mère, déjà, petit garçon. La violence s'épanouit à l'ombre du totem de la phallocratie. La masculinité ne peut qu'être toxique, je suis vraiment désolée, tant que la société s'agenouille face à sa bite, symbole d'une toute-puissance qui doit laisser bouche bée et faire courber les chines. Le phallus sanctifié, la queue toujours dirige en organe dominant. Mais revenons plutôt à la scène qui se joue dans la galerie marchande. Des braises plein les artères. Violette se redresse raide, droite, tendue, tellement tendue qu'elle paraît plus grande à cet instant. Par la bouche de l'homme jeune s'éructe en projectile. « Fais ta belle, sale clochard, tu crois qu'une pute comme toi, ça peut m'exciter ?» Violette le fixe durement. Sans ciller, ses pupilles se dilatent, dévorant peu à peu l'entièreté de ses iris. Du noir s'injecte de l'encre derrière le cristallin. Sa tête s'incline, elle baisse le front. Un mouvement mécanique, à croire que ça lui échappe, qu'elle devient, malgré elle, une bête cornue qui va charger.
L'homme jeune, avec stupeur, constate que le visage de Violette a changé. Ses yeux couleur de trou, ils sont pour quelque chose. Il lui semble également que le courroux de la jeune fille se fait crescendo entendre, qu'il flotte, s'infiltre, fréquence aiguë, dans le brouhaha de voix et de musique de la galerie. Un son si lancinant qu'il promet la venue prochaine d'un acouphène. Son instinct lui conseille de fuir immédiatement, mais il n'en a pas le loisir. Le voilà qui soudain se plie en deux de douleur. Les mains sur l'entrejambe, les traits crispés, bouche déformée, des gémissements perçants lui déchirent la gorge. Ça attire des badauds qui croient à un happening. Le mâle est à l'agonie, les mains sur la braguette. Il se tord et crie. Violette ne relâche pas l'attention. Elle continue de le fixer dans un étrange état second. Devant eux, certains hésitent à le filmer au portable ou à porter secours à l'homme tombé à genoux. Une brune un peu dodue, frôlant la cinquantaine, serrée dans son slim zèbre et perfecto violet, joue des coudes pour se rapprocher. À ses côtés se trouvent deux jeunes filles de 19 et 18 ans, carré raide blond et coupe afro, toutes deux vêtues à l'identique, pantalon blanc, basket, blouson violet satiné, coupe teddy. Sur le dos de la première est brodé Eulalie. Sur celui de la seconde, les lettres forment Dahlia. Elles se regardent, se font des signes de tête. La brune un peu dodue s'appelle Marcia, mais Violette est en transe et ne la voit pas s'avancer jusqu'à mettre sa main sur son épaule. Marcia, de ses doigts bagués, effectue une pression pour amener Violette à elle et lui glisser à l'oreille d'un ton où bienveillance et fermeté se mêlent. Tu ne peux pas faire ça ici. Viens. Violette semble s'éveiller d'un sommeil plus grumeleux que celui d'une somnambule. L'encre disparaît de ses iris, elle revient complètement à elle. Marcia lui sourit puis s'écarte, l'homme jeune se relève en tremblant. Eulalie et Dahlia prennent Violette par le bras et aussitôt l'entraînent vers la sortie. Ce que je vais faire, c'est vraiment analyser ce chapitre et puis après je ferai des remarques sur l'ensemble. Voilà. Peut-être faut-il le dire, moi on m'a demandé il y a quelques mois maintenant un article pour Dans Bientôt, donc je m'y mets sur l'humour contemporain, en littérature contemporaine. J'ai dit Chloé Delhomme évidemment. Donc je suis aussi en train de bosser ça à partir de ça et ça va être du feu, j'espère. En tout cas, ça c'est du feu. Bon, on est sur un chapitre d'ouverture, d'entrée dans le roman, qui va en fait nous donner à peu près tous les éléments de mise en place qui vont être importants, évidemment pas tout, parce que sinon on lirait pas le roman, on lirait que le chapitre. Et d'un début que l'on peut appeler complètement in medias res, on arrive au cœur de la chose, et on aura bien sûr des éléments qui vont nous permettre d'abord évidemment d'avoir des informations sur que se passe-t-il, où est-ce qu'on est, de qui s'agit-il, mais aussi voilà, avec en plus quelque chose qui est très étonnant, qui est cette espèce de pouvoir encore non explicité dans le roman, connu pour la plupart des lecteurs-lectrices au début du roman, donc globalement, d'exposer des couilles à distance. Mais voilà, on va être sur un moment de découverte. Et on est en fait sur un début qui est totalement in medias res, dans le sens où il va s'agir d'un début qui va se situer juste avant un événement, c'est-à-dire au cœur d'une tension dramatique, et d'une tension dramatique qui n'est pas celle que l'on croit, puisqu'elle va se renverser et faire intervenir donc un, puis deux, puis plusieurs personnages. En fait, c'est vraiment tout le théâtre tragique qui est en train de se mettre en place avec le sacrifice du bouc. Je ne sais pas s'il y a une réécriture de ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On notera que le premier paragraphe est complètement une réécriture du début de l'Incipit de Pauvre Folle, avec cette neige en cendres qui tombe et qui est une neige poussière. Je sais pas, je suis à peu près sûre qu'il y a une volonté de continuité, en tout cas les effets vont être à peu près similaires, quoique évidemment distincts et spécifiques, dans la mesure où ici, on est vraiment donc sur cette espèce de changement de période, changement aussi d'une espèce de bienveillance symbolisée par Noël. Noël fait de la famille, là il n'y a pas de famille, et la famille va aussi être quelque chose de thématisé dans le roman, notamment pour laisser place plutôt au lien horizontal de la sororité. Mais le Noël ici périmé, passé, qui va amener les soldes et qui se retrouve Noël bradé, va se retrouver emblématisé par ces espèces de poussières et ce décor qui n'est pas apocalyptique comme au début de Pauvre Folle, mais qui a quand même quelque chose d'un peu zombie. C'est très Romero, société de consommation en bout de course, avec quelqu'un en bout de course aussi voyant cela. On voit là comment on a d'abord donc, le décor du premier paragraphe, donc Noël se meurt, évidemment, ici avec un magnifique sujet qui permet de faire d'essentialiser, enfin d'incarner Noël, voilà. Puisque Noël devient le sujet d'un verbe d'état, se nourrir,
et qui va, voilà, comme ça, ouvrir quelque chose d'autre. Mais voilà, Noël, je pense qu'on peut vraiment dire aussi comme incarnation familiale, incarnation autant du consumérisme. Même si la critique anticapitaliste n'est pas au premier plan du roman, c'est aussi là par voilà, le fait que ça démarre dans une scène de centre commercial. Le centre commercial, c'est, je mentionnais le film de zombies, je pense évidemment à La Nuit des Morts Vivants de Romero, ça se passe dans un centre commercial parce que bon, le message anticapitaliste très clair de Romero, c'est quand même que, que le capitalisme nous transforme en zombies. C'est ce qu'on a aussi dans les Stepford Wives, au niveau de la zombification des femmes dans un système patriarcal. Et là, je connais moins Cronenberg, qui est aussi une référence explicite, notamment pour Fathers. Donc ça va passer donc voilà, par cette question donc, de la poussière qui recouvre tout et qui rappelle les cendres apocalyptiques de pauvres folles, et avec cette espèce d'étrangeté d'un changement de temps, qui est un changement d'année civile emblématisé, symbolisé par les agendas périmés, et cette mention qui est très étrange et sur laquelle je crois qu'il faut se pencher pour parler de ce cadre temporel. Tous sont sains, donc les agendas alignés dans un bac, d'un bandeau. L'année n'est pas la nôtre, et pourtant elle est proche de celle que nous habitons. Cette idée d'habiter le temps, elle est évidemment très belle, moi elle me rappelle bien sûr Hölderlin, et cette idée d'habiter poétiquement le monde, mais elle va permettre d'avoir un nous, qui n'est pas aussi là dans l'annonce. Le nous permettait d'essayer de neutraliser les éventuelles réactions de colère et d'incompréhension, disons. Ici, ce nous englobe globalement le public du roman dans quelque chose d'extrêmement contemporain entre la voie narrative et on va dire la communauté de lectrices. Et cette année qui n'est pas la nôtre et proche de celle que nous habitons, elle peut dans un niveau immédiat montrer cette année qui est périmée, mais en même temps, comme cette année n'est pas précisée et que cette proximité elle-même n'est pas précisée, est-ce que c'est proche en avant ou en arrière? En fait, on nous parle de la péremption d'une année sans nous dire quelle est cette année. Est-ce qu'il ne s'agirait pas, par exemple, d'une possible anticipation? On se rappelle en plus qu'on est dans le spin-off de Pauvre Folle, qui est quand même aussi un roman d'anticipation. Donc là, il y a quelque chose au niveau de la temporalité qui se construit dans un décrochage, dans une espèce de temporalité relative, mais qui ouvre la voie à quelque chose qui ramène au réel, alors que le bouquetum ouvrant le synopsis lui-même ne va pas être réaliste. Ça ancre dans une forme de référentialité non précisée. Et là, ça aussi une question d'interprétation. Et tout ce qu'on va avoir ensuite, c'est boum, voilà, sensation visuelle, donc là, bon, description finalement des bâtiments. Et dans le deuxième paragraphe, on va avoir quelque chose de plus ouvertement perceptif, avec l'éclairage, le blanc cru, les traits délavés, etc. Ramener en fait à un effet de focalisation interne. Du moins, c'est l'impression qu'a en ce moment Violette. Donc, ce qui avait l'air d'être finalement de l'ordre d'une focalisation externe omnisciente, d'une description portée par une voix narrative capable de dire nous et de gérer tout le récit, est ici ramené plus explicitement à cette focalisation interne rattachée à ce personnage de Violette. Violette est présentée comme si on la connaissait, évidemment on ne la connaît pas. On peut comprendre immédiatement que Violette égale l'héroïne. Et ça d'autant que l'héroïne, on a dit, on a un article défini, là on a directement le prénom. On n'a pas d'effet de présentation du personnage, le personnage est directement là, in medias res, ce qui va donner un effet de connivence immédiat, on est censé la connaître. On va noter que le prénom Violette est un prénom qui est quand même globalement transséculaire, qui peut être plus ou moins archaïque, après moi des violettes j'en ai connu aussi des récentes, mais que Violette est le nom d'une couleur. Et que c'est pas n'importe quelle couleur, puisque Violette c'est à un niveau auditif, c'est aussi la couleur qui va inclure viol, et en même temps, le violet, c'est la couleur des féministes et des lesbiennes. Et cela depuis au moins le 19e siècle. C'est vraiment repris avec le MLF, notamment avec ce qui a été appelé la menace lavande, c'est-à-dire la menace lesbienne. Et une des explications au violet pouvait être aussi que c'est la couleur du demi-deuil. Voilà, il y avait une explication
je pense qu'elle est fausse, hein, mais voilà, en tout cas, les violet et vert sont vraiment les couleurs du féminisme, et puis après, on a écrire à l'encre violette qui est juste là, Mara Montanaro, corset de papier, les deux divergences en violet ici, etc. Bon, moi, le mien, il est jaune. J'ai le regard féminin d'Iris Bray chez l'Olivier en première qui est violet aussi. Bon, là, un autre de divergence, si on va le montrer, parce que j'en parlerai pas en vidéo, qui doit être très bien, l'art de la résistance de Rosenberg. Voilà. Bon, et puis là, il est jaune, mais ça, c'est encore autre chose. Hop, là aussi, hein, violet-rouge. Ah, couleur féministe. Mais ça va être ramené à voilà, à une impression. Donc Violette, elle est connue par son prénom, une impression. On peut noter qu'il y a ces connotations-là, on les active ou on les active pas, ça marche pas. Hein. C'est toujours le problème des citations, on les reconnaît pas forcément. Ou voilà, comme ça, des symboliques. Mais c'est pas grave, parce que c'est un ensemble. Et ça va aller avec aussi un commentaire de la voix narrative, d'abord avec un adversatif, hein, mais la conjonction de coordination, il faut se méfier. C'est-à-dire que la voix narrative, ici, va donner un axiome pour mettre à distance la perception, et donc ce qui aura été dit au préalable, en le ramenant à un état qui est donc celui d'épuisement, qui va modifier la perception, et donc finalement on n'a pas accès au décor autrement que dans cette perception. Et ça c'est très intéressant, parce que ça veut dire que finalement, on pourrait s'attendre à avoir quelque chose qui serait de l'ordre d'une description objective, omnisciente. C'est présenté comme omniscient, avec des images qui sont quand même aussi assez lyriques et baroques. Hein. Noël se meurt. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait aussi, hein, de façon assez ornée. Hein. Enfin, quand je dis ornée, c'est pas négatif, hein, mais avec un style assez baroque, très de l'homme. Hein. Et moi que j'adore, au début, mais ce style, en fait, il est ramené à une perception peut-être faussée du personnage, et donc ça fait qu'on n'aura pas accès à une objectivité qui, de toute façon, nous le savons, est illusoire. Ça, nous le savons avec notamment ce qu'on appelle les points de vue situés, les savoirs situés. La science, qui est le meilleur mode d'accès à la connaissance, et le meilleur mode de création de savoir et de connaissance, ne nous permet que d'avoir des processus de vérification pour s'approcher d'une objectivité qu'elle n'atteindra jamais. Et on est à peu près là-dedans, c'est-à-dire que finalement, on nous a fait croire à un décor tridolomien, dans le décor et dans la façon de le raconter, donc on n'est pas choqué. Ce qu'on avait vu ailleurs, hein, dans plein d'autres romans de Chloé Delhomme, mais on arrive en fait dans une perception, et donc cette fausse objectivité, elle est directement ramenée à une perception du personnage, parce qu'il va s'agir d'adopter le point de vue, l'état, la situation du personnage, au moment où va se situer un événement. Donc là, on est, boum, dans une situation initiale qui est extrêmement restreinte, et dont on a très peu d'informations finalement, voilà, et avec un très petit empan temporel, avant un événement qu'on va déclarer perturbateur. Ou de remise en ordre du monde, mais ça c'est un peu une autre question. C'est-à-dire que là, hop, ça va commencer comme ça, et donc finalement, ce qu'on a, si on va reprendre le concept d'empathie de Kateman, c'est qu'en fait, cette espèce d'objectivité, elle est abandonnée pour épouser, non pas une empathie masculine, ou faussement objective, mais un point de vue féminin, celui de Violette. Est-ce que ça va seulement être féminin ? Est-ce qu'en gros on n'aura que le female gaze ? Ou est-ce qu'on va aller vers autre chose ? Moi je pense qu'on va aller vers du feminist gaze, on y va. Hop, là on va avoir... Et donc c'est à la troisième personne. Donc on se rappelle, la focalisation interne ne signifie pas une première personne. Hein. Alors ça, ce sont des choses différentes et ça permet d'amener plein d'effets différents. Elle a 17 ans, se cache sous sa frange, etc. Donc là on va avoir mais son âge qui est assez jeune et qui va très bien avec ce qui suit, c'est-à-dire cette espèce de récit de cinégétique, de chasse. J'allais dire polyrcétique, mais ça c'est l'art d'assiéger des villes, mais là on est plutôt dans la chasse. Et donc on va avoir l'épuisement, le maquillage qui est vieux qui va nous dire s'il y a eu du sommeil, il n'y a pas eu beaucoup de douche en tout cas. Un look quand même assez rock et en même temps un peu en bout de course, donc le jean, le col enfilé, les Doc Martens, et qui aussi, moi j'ai envie de dire quand même de le rappeler, c'est aussi un look qui est assez... pas transséculaire, ça c'est trop, mais encore que, mais c'est vraiment le look un peu rock qu'on a, en fait déjà dans les années 70, c'est un look punk, rock, qu'on a encore aujourd'hui, enfin qui a 50 ans en fait, c'est vraiment aussi un symbole rock, et ça je pense que c'est aussi quelque chose qui est assez important en termes de projection dans un personnage, c'est un peu le look de la révolte depuis un demi-siècle, donc oui ça commence à être transséculaire,
Et moi j'aime énormément, on se rappelle, les désignations du personnage en tant que personnage, ça va aller aussi avec la couleur. Donc on va noter petit pendentif, donc ça voilà, le poignard, la plume, le cœur. C'est 100% Chloé de l'homme ça. Et c'est 100% plein de monde qui va aussi se projeter dans des petits symboles, dans ce qu'ils vont aussi avoir de cheap. Voilà, le plaqué or, le plaqué argent, pardon, c'est encore plus cheap, c'est pas pire, c'est plus cheap. Le minuscule poignard qui se voudrait en or et donc qui ne l'est pas. On a quelque chose, voilà, donc qui est aussi plutôt pauvre, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas qui va pas dénoter la bourgeoisie, qui va aussi aller avec cette espèce d'ensemble un peu rock, un peu marginal, on va revenir dessus, et qui va avec cette question euh, de l'âge. Voilà. Et c'est-à-dire que, évidemment, que l'assise, enfin moi, mon embourgeoisement, il m'arrive avec mes 35 ans, hein, il m'arrive pas, mais il n'est pas arrivé à 17 ans en fait. Hein, et j'ai vraiment senti la différence. Et donc là, ça va vraiment fonctionner. Et on peut noter quand même qu'on a une jeune fille de 17 ans qui est seule dans un supermarché. Mais donc voilà, et avec des espèces de symboles, bon, ben, la plume qui peut symboliser l'écriture, le cœur, éventuellement l'amour, le poignard, quelque chose comme la vengeance. Voilà, des choses de cet ordre-là, la défense, la violence. C'est pas explicité, mais en tout cas, on a une espèce de tripartition symbolique assez intéressante. La couleur de ses cheveux n'a aucune importance, donc on a la coupe, mais on n'a pas la couleur. Pas plus que sa corpulence et le pigment de sa peau. Et ça, c'est vraiment fort. Parce que là, je me rappelais hier à la piscine, bon, voilà. Je raconte encore ma vie, je vais faire des longueurs à la piscine. Je repensais à l'introduction de je sais plus quoi de Pierre Bayard, Julien Sorel était-il noir, qui ne fonctionne pas quand on lit le texte de Stendhal, puisque très vite on voit que Julien Sorel est déclaré pâle. Voilà. Et cette pâleur, elle va contredire. Et là, on a quelque chose donc, qui va mettre en avant l'artificialité du récit. Et ça, c'est quelque chose aussi assez jubilatoire, parce qu'on va avoir une connivence avec la voix narrative pour s'amuser des personnages, tout en ayant quand même l'immersion avec les personnages. Ça double le plaisir. Ce qu'on a avec ça, c'est aussi le plaisir littéraire, esthétique, parce que ces artificialités peuvent nous faire sortir, mais ça va aussi avoir quelque chose d'accueillant et d'explicitement accueillant. Parce que finalement, ça permet de faire de Violette un personnage qui d'un côté est très spécifié et de l'autre qui est suffisamment dénué de caractéristiques qui finalement sont assez aléatoires et non choisies. Le phénotype, par exemple, la couleur des cheveux, qui en plus peut changer dans la vie, naturellement et pas naturellement, et qui va permettre aussi des projections dans le personnage. Violette, ça peut être un peu n'importe quelle femme qui va avoir, qui a ou qui a eu 17 ans. Voilà. Et qui se sent un peu roqueuse. Donc, on va dire pas d'importance d'un côté sur ces éléments qui sont de l'ordre de la projection, et une importance qui va amener une autre focalisation. Ce qui compte, c'est qu'elle, avec cette phrase pseudo-clivée, si je ne me trompe pas, c'est qu'elle erre, ne sait plus où aller, son sac de toile en bandoulière, on a l'impression d'un rythme ternaire, mais c'est plus compliqué au niveau de la syntaxe. Donc hop, focalisation, ça va avec ces structures de phrases qu'on appelle emphatiques en grammaire, clivé, pseudo-clivé. Hein. Ce que j'aime, c'est le chocolat, pseudo-clivé, et ce qui compte, c'est que, pseudo-clivé, c'est qu'elle erre, et ça c'est vraiment intéressant parce que le personnage errant, c'est un énorme topos littéraire, c'est le chevalier par exemple, mais le topos du chevalier errant, il ne va pas avec tu te fais emmerder dans la rue. Et donc ce qui aurait pu ouvrir vers un récit de voyage initiatique, c'est quand même aussi un roman de formation, et ça je le tire d'une interview de l'homme, mais ce qui pouvait aller aussi vers ces espèces de romans de formation, de voyage, etc. Ce qu'on voit dans les reprises par exemple de Quichotte par Wittig, Monique Wittig ou Katie Hacker, est ici désamorcé, parce que en fait cette errance va être contrecarrée par la chasse qui va suivre, et en tout cas ce qui va compter là pour le moment, c'est cet état d'errance, qui va donc être propice à l'événement perturbateur, qui va amener un deuxième événement perturbateur. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est son état. Et son état, c'est cette errance. Ça, pour nous montrer une forme de dérédiction, de perte, mais qui n'est pas forcément
comment dire, négative, mais qui va nous montrer qu'elle va pas très bien. Donc on a épuisement, on a l'errance, et donc deux groupes juxtaposés, et un troisième qui pourrait sembler clore un rythme ternaire, au niveau du rythme ça fait cet effet-là, mais syntaxiquement qui a une fonction de complément circonstanciel pour la décrire, et avec une image en fait qui va être assez rimbaldienne. Donc ça aussi, voilà, très Claude Lhomme et d'autres, mais c'est-à-dire que cette espèce d'errance, enfin là, moi, visuellement, pour moi, il y a quelque chose de rimbaldien avec le sac de toile en bandoulière, ou en tout cas du marin qui pourrait partir sur les mers, ou comme on part sur les routes, avec ce sac de toile en bandoulière, on a quelque chose qui pourrait être une figure de voyageur, errant ou pas, de chevalier, et qui va être contrecarré immédiatement, paragraphe. Donc il lui semble, retour de la perception interne, qu'elle dérive, hop, on se rappelle les bateaux, le marin, etc., ce qui peut aussi être un lointain souvenir du bateau ivre, heurte sans cesse des corps qui marchent en sens inverse, donc on a quelque chose là qui va être un peu flottant au niveau des perceptions, vaguement hostile, et donc la description de ce monde hostile va être hostile d'une espèce de sursensorialité, avec des choses qui sont indistinctes dans une foule, et ça c'est aussi des marques d'épuisement, mais qui va aller aussi avec des discours insérés en italique dans le texte, qui sont tous des discours misogynes. Va pas pleurer d'avoir plus de bourrelet que ta mère à une femme qui meurt voluptueusement, c'est un plaisir, dans une gaufre, et donc boum, on sabre le plaisir, tout en appelant à manger moins. Un père dit à sa fille, la rouge était trop courte, j'ai pas envie qu'on pense que tu es une traînée, et aussi donc sur le contrôle des corps, donc là on a le contrôle marital et le contrôle paternel. Et quelque chose qui va aller donc sur l'appétit et sur un état du corps abîmé ici par la faim, et une faim qui va amener une espèce de déréalisation, puisque Violette va s'imaginer un trou dans le ventre, ce qui m'a rappelé le trou dans le cœur du page disgracié. Je pense pas qu'il y ait ici un intertexte volontaire, explicite, mais je serais ravie si je me trompe, puisque j'aime beaucoup le page disgracié de Tristan l'Hermite, mais qui va nous amener, nous dire aussi quelque chose de l'état de déréalisation dans lequel est Violette, avec une surfocalisation sur la perception, et de la proprioception, de la perception interne, qui va devoir amener, voilà, la dissociation elle va se faire sur ce qu'elle va ressentir et qu'elle a besoin de vérifier par son propre regard, et qui va amener aussi cette attitude de repli littéral. Et donc on va partager directement ce point de vue, c'est-à-dire en fait les sensations de Violette. Question, sous les mailles de son pull, la chair est-elle toujours intacte? Elle hésite, elle regarde, et on voit 1 ou 2 centimètres de peau, ce qui est donc suffisant pour provoquer l'événement, mais en fait c'est toute l'errance qui va le provoquer. C'est infiniment peu, mais pourtant suffisant pour qu'aussitôt retentisse. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une voix mâle, fourbe, pointue. Mâle, c'est plutôt biologisant. Et là, on est dans quelque chose qui n'est pas forcément strictement essentialiste, mais qui s'amuse quand même de cette essentialisation, et je sais plutôt qu'il s'en amuse. Fourbe et pointue, donc qui va permettre de caractériser cette voix, ce qui ne veut pas dire que mâle égale fourbe, ce qui veut dire qu'elle est et mâle, et fourbe, et pointue, et d'ailleurs on peut même noter que mâle et pointue ne vont pas forcément directement ensemble, et donc que les parts d'essentialisation sont aussi quelque peu contrecarrées, dans un sens ou dans un autre. Mademoiselle, mademoiselle, donc ça, il y a quelque chose de l'ordre du cliché, qui apparaît. On rappelle que la notion de harcèlement de rue, elle est médiatisée depuis 2012, c'est-à-dire depuis 2012 seulement, et notamment par ces interpellations. On se rappellera qu'on vous appelle mademoiselle parce qu'on vous suppose libre. On ne drague pas en appelant les gens madame, parce que ça veut dire qu'on les suppose prises, c'est-à-dire appartenant à un gonze. Elle n'a pas le temps, à ses côtés se tient un sourire, boum, ça c'est complètement Alice au Pays des Merveilles, un sourire tellement large qu'il en est effrayant, et là c'est le Joker. Et donc en fait, tout ça, ça va être des éléments qui vont montrer une espèce de déréalisation qui est préparée pour dire l'épuisement de Violette. Et là, cette déréalisation, elle va passer aussi par le focus de la voix narrative, la nuque de Violette se raidit, et finalement la tension, la situation tendue qu'il y avait au départ, devient celle directement du corps tendu de Violette, progressivement. Donc là, on l'a pas encore, mais là, on a la raidissure, et ça va aller. Et hop, donc ça recommence. L'homme est si jeune, à peine 20 ans, il a néanmoins de l'écume au creux des lèvres, et donc il va y avoir en fait, tout un regret sur l'âge, et pourtant le danger, comme si le changement générationnel aurait pu changer quelque chose. Ben oui, on aurait voulu, et en fait non. Voilà. Et avec voilà, cette espèce d'attention à micro-détail de l'écume, mais aucune autre caractérisation, on va dire, physique, sociale, en dehors de l'appartenance aux hommes. Et donc on va voir ici
cette reprise de la bave dans ces mousseuses par la voie narrative. Donc on sort de la focalisation interne de Violette et de cette déréalisation pour aller vers quelque chose qui est plus en surplomb et qui en même temps va permettre une espèce de leçon de choses, de sciences naturelles, imaginaires et complètement bouffonnes. Et en même temps qui va nous dire quelque chose de sociologique. Et ça, c'est très Solanas. On y va. Si on l'analysait, cette bave dans ces mousseuses, elle nous révélerait le nom de l'espèce qui l'a produit. On apprendrait ainsi que l'homme, hélas, si jeune, animal à son chaud, mammifère carnivore. Donc tout ça, on est sur des notations naturalistes avec un style naturaliste, c'est-à-dire scientificisant, un peu scientifique, qui est ici complètement pastiché, parodié. On a quand même cette mention d'un jugement, hélas, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure sur le changement générationnel. Animal, mammifère, tout ça ce sont des choses qui vont animaliser et donc naturaliser, faire entrer dans des catégories naturalistes. Appartient à la famille des importunators, boom, néologisme, qui évidemment parodie le latin des catégories linéennes pour, par un néologisme marrant, et ça permet le not allman, mais quand même suffisamment pour que ce soit chiant, quoi. Forme de couillidé, intimement persuadé que sa conduite déplacée va finir par payer et qu'un jour il va scorer, car il est un chasseur scoré, ça c'est du vocabulaire de pick-up artiste. Donc on a quelque chose qui va mêler des discours d'origine très diverses, depuis des façons de parler très naturalistes. Ici, la reprise du vocabulaire des pick-up artistes ultra contemporaine, et qui va permettre de déployer, on va dire, l'éthologie du dragueur de rue. C'est l'étologie du dragueur de rue d'Alain Soral, mais sauf que là, on va vraiment se foutre de sa gueule parce qu'il y a que ça à faire. Donc il y a d'autres choses à faire, mais il y a déjà ça à faire. Et donc ça va le dévoiler dans un geste qui est celui en fait du renversement féministe de la catégorisation. Et ça en fait c'est quelque chose qui est assez ancien. Et que moi j'avais trouvé notamment chez Olympe Audouard dans son Guerre aux hommes, où en fait elle reprend le principe des physiologies, c'est des espèces de discours de proto-sociologie à l'arrache, qui vont souvent catégoriser les femmes, la lorette, la grisette, etc. C'est très 19e, avec des espèces de parodies de discours naturalistes, mais pour faire des espèces de typologie des femmes. C'est pas que pour les femmes, c'est à peu près pour tout le monde et tous les phénomènes sociaux, mais c'est souvent très misogyne, les physiologies. Et Olympe Audouard, alors c'est un peu après la genre des physiologies, mais dans Guerre aux hommes, elle fait une espèce de, comme ça, de typologie, de physiologie des hommes. Voilà. Et ça amène à un texte assez misandre, que j'avais présenté en vidéo il y a déjà pour quelques années. Je vais remettre le lien si j'y pense, sinon vous tapez Audouard, A-U-D-O-U-A-R-D, qui est en fait encore neutralisé à la fin, parce que c'est un texte évidemment humoristique, mais qui va avoir ce mouvement de renversement de la charge. Et ça c'est vraiment l'intertexte qui est quand même explicité à plusieurs reprises dans ce roman, mais globalement chez Tout de l'homme, c'est Solanas. Mais Solanas, elle fait exactement ça. Donc elle va le faire un peu plus, un peu avec les classifications naturalistes, mais la première chose qu'elle va renverser, ce sont les catégorisations freudiennes. Et donc ça, c'est un peu ce que j'expliquais dans la vidéo sur le SCOM, elle va vraiment renverser toute la misogynie du discours freudien par une misandrie absolument radicale, nette et sans bavure. Donc pas de bave la commise sur des lèvres, c'est pas ça qui va se passer. Et ça va aller aussi vers une espèce de physiologie typologique du même ordre, avec là aussi différents types d'hommes, et aussi différents types de femmes dans le SCOM. Et c'est ça, là, qui est parodié sur cette espèce du coup idée prédateur, qui est présenté ici, avec cette, évidemment, fausse catégorisation naturaliste, mais qui va permettre un renversement de qui est qui. En même temps, ça joue le rôle d'une exophore mémorielle de notoriété, comme le disait Eric Bordas pour le XIXe siècle, c'est-à-dire, on rappelle, l'exophore, c'est ce qui va faire référence à quelque chose de référentiel en dehors du texte. Mémoriel, ça veut dire qu'on s'en souvient, ça fait appel à la mémoire. De notoriété, c'est la notoriété commune. C'est les fameuses phrases avec « Oh, tu sais, c'est un de ces types-là ». Ce genre qui te suit dans la rue en disant « Et mademoiselle ». Bon, si je reprends directement l'exemple de l'homme. Et donc là, en fait, on est exactement dans un effet de ce genre-là, mais avec la reprise de la catégorisation naturalisante et des néologismes. Donc les néologismes, ils vont avoir une truculence jubilatoire. Boum, ça c'est vraiment les effets rabelaisiens en fait.
et Célinien et d'autres, ici mis au service du féminisme, un féminisme qui s'appuie donc sur ce renversement de la catégorisation. Qui c'est qui va dénommer qui maintenant? Voilà. Et donc, avec aussi, finalement, ce qui va être décrit comme une chasse, et qui est une chasse, va aussi être pris par la voie narrative sous la forme d'une espèce d'éthologie. Je me souviens avoir étudié chez un naturaliste absolument méconnu du 19e siècle, Pierre Boitard. Il a fait plein de textes où il raconte des espèces de chasses pour décrire les animaux. C'est très courant au 19e siècle. Et il va aussi décrire l'éthologie animale, donc les comportements animaux, bon, qui n'est pas aussi développé que maintenant, hein, mais pour expliquer comment l'animal va se comporter, donc comment le chasser. Et donc finalement, ici la description de l'éthologie de ce dragueur permet, pas encore de le chasser, mais ça prépare en fait ça, mais ça va renverser cette espèce de regard qui est celui du chasseur en l'enfermant symboliquement dans la catégorisation. Et c'est hyper fort, en plus d'être hyper drôle. Et ça m'a énormément plu, et ça va avec, bon voilà, on note importunator, quidé, etc. Et donc l'éthologie, c'est intimement persuadé, etc. Donc durant combien de temps? Donc là, on va avoir, hop, tout un paragraphe, un premier paragraphe de cette chasse. Alors avec, hop, mise en action et discours insérés, hein, qui font monter une tension dramatique, et il faut sentir cette tension dramatique, et qui va donc jusqu'à l'impasse, plus aucun demi-tour, et plus aucun passage, pardon, le demi-tour. On pourrait faire mieux connaissance, donc ça avance, ça avance, ça avance, avec ce qui va permettre évidemment, en augmentation de la tension dramatique, une augmentation de la charge caricaturale de cet importunator quidé. C'est-à-dire, et ça on va le voir avec, d'un côté, et donc ça amène des décalages de registres assez forts, entre, c'est tous les effets qu'on a chez René dans Mon oncle d'Amérique par exemple, où on va avoir des histoires d'amour et boum, descriptif avec des rats. Sauf que là en fait le référent est toujours le même. Donc on a quelque chose qui va arriver sur le nom, qui va amener une espèce donc, de crise de monsieur. Et là, la force dramatique, c'est on dit oh là là, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être différencié selon les lecteurs, les lectrices, les lectrices. C'est-à-dire que la plupart des femmes, c'est très bien, et je ne dis pas toutes les femmes et que les femmes, exclusivement les femmes, mais il y a un savoir qui est que ça peut être dangereux de vexer, de dire non, parce que ça suffit pas de dire non, parce que des fois, quand on dit non, on s'en prend une dans la gueule. Et c'est pas forcément c'est pas forcément là que ça s'arrête. Et donc, il y a aussi cette... voilà, quand l'esquive est impossible, qu'est-ce qui va se passer? On va aller vers la confrontation, et ça devient pas simple. C'est ça qui est en train d'être raconté, et qui va être une tension dramatique assez importante, qui en même temps est surplombée, pas exactement, mise en contrepoint avec ces effets de pastiche scientifique déjà évoqués, naturalistes. Donc on a l'homme jeune, c'est très intéressant l'homme jeune, parce qu'on n'est pas dans la catégorie du jeune homme, on est dans l'homme jeune. On se rappelle, hein, quand c'est à gauche, ça va être plus subjectif et catégorisant pour les adjectifs qu'à droite. Et ça donne un effet de description objective, en fait. Et on a quelque chose où on n'est pas dedans, semble surpris, comme si le refus de Violette relevait de l'incongru, de l'impensable. Donc elle dit non, mais c'est pas entendu. Et donc ça va aller sur... on aura ensuite ce spécimen, se pose-t-il et dit, etc., insistance, etc. Et donc ce qui va du déni jusqu'au contact physique qui va monter. Et là, on revient sur quelque chose, un discours un peu général, la question de la limite diffère selon les êtres, qui va être répétée, un coup pour elle, un coup pour lui. Et ça, c'est super intéressant, parce que là, on a une espèce de généralisation, mais qui, dans les faits, va permettre une catégorisation du monde, entre globalement les hommes et les femmes, mais avec cette subtilité de, on s'adresse pas aux hommes en mode qui justement sont visés, enfin voilà, donc ceux-là ils peuvent lire, et si vous voulez pas être visé, vous vous sentez pas visé, enfin, en gros, il y a quelque chose de cet ordre-là, pour aussi rappeler que ce ne sont pas forcément les hommes qui sont au centre du monde. Et donc là, on va avoir ce rapprochement qui amène à la bascule donc du salope tu te prends pour qui, et la reprise de la question de la limite diffère selon les êtres. Et où on peut croire que là, ça va s'appliquer aux hommes, mais où ça revient à Violette. Et là, ça s'est répété. Pour moi, c'est 100% Dirty Weekend d'Hélène Zahavi, avec la douleur n'était pas sa tasse de thé, elle ne pouvait corrompre, et puis on a des moments comme ça qui sont répétés, qui vont permettre
une montée de la tension dramatique, que je mime très mal, la montée de la tension dramatique. Elle tente bien de se contenir, etc. La fièvre est trop forte, lutter est impossible. Donc en fait, on a une lutte externe et une lutte interne contre lui et contre elle sur sa rage. Et en fait, c'est cette lutte-là qui va être perdue et qui va amener la suite. Donc il se rapproche encore, persuadé de son bon droit puisqu'il est un chasseur, car ainsi va son monde, un monde dans lequel il ne peut éprouver de frustration, car ainsi va leur monde. Et là, la reprise, elle est intéressante évidemment pour la variation, qui va de son à leur, c'est-à-dire du singulier au pluriel, et qui va faire évidemment de ce moment-là un moment emblématique collectif. Et c'est là où on va passer d'un female gaze et du partage d'une expérience singulière, individuelle, ici féminine, tel que le définit Iris Bray, à quelque chose qui va devenir emblématique d'un collectif, tel que je définis le feminist gaze. Et donc là, on voit vraiment la bascule, et je trouve ça passionnant. En plus, c'est vraiment un texte qui serait super au cinéma. Franchement, achetez les droits et faites-nous des films. Hein. Pas tous, n'est-ce pas? Pas tous, mais la minorité des couillidés alliés n'est pas notre sujet. Ici est une histoire, un récit à l'étude. On se rappelle, pour la voix narrative, un peu froide, un peu anglaise, humour britannique. Gérer ses émotions n'est pas le propre de l'homme, hein, parce que pour se cueillir, etc. Déception et colère le mènent à l'agression. Donc là, on va avoir des discours très généraux qui vont aller entériner cette lecture de l'ordre du collectif, voire récit sociologique. Et ça va aller avec cette question du phallus, de la bite dressée, du phallus sanctifié, et donc d'une queue réelle et d'un phallus symbolique, qui sont évidemment liés. Mais revenons plutôt à la scène qui se joue dans la galerie marchande. Bon, et on revient. On peut aussi penser, d'ailleurs, j'ai cité René, mais au Rocky Horror Picture Show, avec les moments où le professeur arrête, mais est quand même contaminé par la danse du tam-wap. Hein. Des braises prennent les artères, mais qu'est-ce que c'est beau, ça. Voilà. Donc au niveau métaphorique, voilà, comme on avait les yeux couleur de trou, là, qui vont arriver. Donc là, elle se redresse, raide, droite, tendue, tellement tendue qu'elle paraît plus grande à certains instants. Et donc là, on a quelque chose complètement animal, mais qui nous rappelle, moi je pense, voilà. Donc la nuque raidie, et avant, la situation tendue, et la montée de la scène dramatique, et c'est bien une scène, puisque dans le vocabulaire de Gérard Genette, le temps de l'action correspond au temps de la narration. Fais ta belle, sale clochard, tu crois qu'une pute comme toi, ça peut m'exciter, ce qui est vraiment ce qu'on peut entendre en réponse en déferlement de violence, et qui nous montre bien encore une fois, au moins d'expérience, mais enfin de toute façon c'est étudié et démontré par la sociologie, que le sexisme bienveillant n'est que la face polie du sexisme hostile, hein, et que quand vous n'êtes pas d'accord pour qu'on vienne la porte par condescendance, puis on va rappeler, hein, ça peut aussi être pour frotter, hein. Il y avait vraiment des nanas qui étaient venues me prendre la tête dans les commentaires pour me dire que j'étais une connasse, parce que j'avais raconté que dans la résidence étudiante où je vivais il y a quelques années, je m'étais énervée contre un gars qui voulait absolument que je descende, alors qu'en fait il restait dans l'entrebâillement de l'ascenseur pour que je sois obligée de me frôler à lui en passant. Et je voulais pas passer. Et je lui avais crié dessus en disant mais vas-y toi, etc. Et j'avais fait ce renversement comme ça. De toute façon, je veux dire, j'ai un passif un peu... on va dire, le harcèlement de rue, je sais ce que c'est, je sais répondre, et je vais dire, je comprends très bien ce qui est en train de se passer là dans le pétage de plomb, et dans le moment où on devient folle. Mais, et que là, j'avais pas pété un plomb littéralement, mais je lui avais dit, bah, non, allez-y, et je m'étais foutu de sa gueule, et on était venu me prendre la tête en me disant, non, mais c'était un mec gentil, ça. C'était pas un mec gentil, c'était un mec qui n'écoutait pas ce que je lui disais, qui partait du principe d'une condescendance, et qui essayait de me tripoter en même temps. Enfin, je veux dire, c'est où que c'est gentil, quoi. Et il y a un moment, si c'est pour me raconter des trucs comme ça, c'est pas la peine, hein. De toute façon, en fait, moi, je pense que les commentaires ici, ça m'agace de plus en plus de les gérer. Allez, on continue. Donc, on a après là cette espèce de regard. On a la figure de la gorgone derrière, de Méduse, mais hop, des figures un peu vipérines, en tout cas de serpents à l'attaque. La figure de la sidération aussi, ça s'ouvre, mais aussi des très grandes peurs et des très grandes colères, et de ce moment où ça fusionne et où ça fait peur. Et lisant ceci, je n'ai pu m'empêcher de penser à Maëva, qui a été une copine au lycée et qui avait fait peur comme ça à deux abrutis qui étaient venus ricaner en regardant Mulholland Drive. Elle était au cinéma, elle adorait le film, pour cause, et qui ricanaient parce qu'il y avait des femmes qui s'embrassaient.
Et Maëva s'était juste dressée en sortant son couteau, et c'est marrant, ils se sont vite barrés. Comme quoi, quand on a une folle dingue armée quelque part, ça fait peur. Voilà. Donc vous en pensez ce que vous voulez, mais il y a aussi un moment, c'est aussi ce qu'il y a dans Dirty Weekend et dans cette idée d'être poussé à bout, et dans les espèces de Rape and Revenge qui ont quelque chose de féministe. Donc des braises plein les artères se redressent, raides, droites, etc. De l'encre derrière le cristallin, et donc là on va avoir un focus qui va même commencer à aller vers une dilatation du temps. Légère, sa tête s'incline, baisse comme une bête, etc. Donc on a quelque chose de l'ordre de l'animalisation. On se rappelle l'éthologie précédente, mais qui est encore mise à distance, qui va pas se moquer de Violette comme de cet abruti. Et donc là, c'est lui qui est stupéfait, hein, avec stupeur. Son visage change, il comprend pas, et donc il y a quelque chose évidemment qui va la dépasser. Et c'est un genre d'innamoramento en plus misandre. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui part d'elle, ça va aller avec un son, et tout ça est très vitupérin, ou vipérin, plutôt vipérin, jusqu'à donc un instinct, donc boum, on retombe en éthologie hein, pour lui, il n'en a pas le loisir, et la vitesse est là, c'est-à-dire qu'on a la conséquence immédiate avec un genre d'ellipse, ça va tellement vite, le voici qui soudain se plie en deux de douleur, boum. Les mains sur l'entrejambe, les traits crispés, donc la scène continue, le mâle est à l'agonie, boum, animalisation hein, qui continue, les mains sur la braguette, History crie, et elle est toujours dans cet état second, et on a quelque chose de l'art happening de la scène qui va maintenant être sur lui, mais qui va être quand même, bon, bah, il a très mal, mais on sait surtout, on va voir, il se tord, crie, donc la douleur était mentionnée, mais elle n'est pas décrite, parce qu'on n'a pas d'empathie pour lui. On a de l'empathie pour elle et son état second, et donc là vont arriver des femmes décrites, plutôt fun, et là aussi hein, avec des projections possibles en termes de coupe de cheveux, etc., donc de couleur et de carnation, et d'ailleurs, voilà, où on peut se projeter dans ces femmes-là, qu'on soit blanches, noires, asiatiques, ça c'est aussi quand même un but, mais représenté un peu comme un girl band en fait finalement, avec quelque chose de très 80s dans le sens, finalement, enfin en vrai là on a vraiment l'impression de voir Grise rejoindre les années 50-60, voilà, avec les mauvais garçons à t-shirt, et donc ceux-là on les met un peu de côté, mais surtout les filles avec leur teddy quoi. Et leur perfecto, et les perfectos sont encore plus cool, un peu punk, hein, le Slim Zumber et le perfecto violet, là on est encore plus côté punk, et moi j'adore, et voilà, il a comme Teddy. Mais c'est comme s'il y avait un peu les membres d'un groupe de rock type girl band qui débarquaient, et qui l'embarquent, et on commence à les connaître, on a Eulalie et Dahlia, et on va peut-être noter que Dahlia c'est aussi un nom de fleur comme de couleur. Marcia, moi qui m'a rappelé autant Marcia Baila que Marcia Burnier, et peut-être encore autre chose, et en tout cas dans Marcia on peut aussi entendre Mars, ce que je trouve aussi assez intéressant. On est là dans un chapitre extrêmement dense, et évidemment donc elles partent ensemble et il va se passer d'autres choses. Là je vais vraiment spoiler sur la suite, parce que là on était sur le premier chapitre, c'est-à-dire en fait elle va rejoindre la sororité des Fallers qui font donc aussi du rock, et il y a un album qui va avec le roman, ce que je trouve absolument génial, et en plus c'est vachement chouette. Je ne l'ai pas fini, mais j'ai commencé à l'écouter ce matin, ça m'a énormément plu. Ça c'est un élément qui est très important je pense, pour aussi donner une espèce de profondeur à l'ensemble. Et donc d'ailleurs les chansons, moi je suis pas très forte pour imaginer les chansons, mais ça fait partie aussi des choses qui m'intéressent, et donc elles vont commencer à découvrir ce pouvoir et elles vont commencer à s'organiser. C'est beaucoup de choses qui m'ont énormément intéressée, parce que là je vais vraiment écrire d'un point de vue assez particulier, parler d'un point de vue assez, parce que j'écris pas parce que je n'ai pas les mains libres, assez particulier, qui est celui de, en fait moi je suis en train d'écrire un roman sur des femmes qui deviennent violentes, et moi pour le coup sans pouvoir surnaturel. Donc ça m'a amené pas mal de questions sur... D'abord, il y a un truc d'époque, je vois que Leslie Kaplan, j'ai vu ça ce matin, a fait un livre comme ça sur des femmes qui vont à la chasse à l'assassin le dimanche. On avait des choses, alors je ne l'ai pas encore lu, mais sur femmes portant un fusil. Bon, Dirty Weekend est en ce moment... revient un peu sur le devant de la scène. On a donc Fallers, etc. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. On avait eu le livre de Marcia Burnier, Les Orageuses, pour commencer à évoquer une violence féminine. Il y a un autre roman qui parlait de ce pouvoir
d'électricité à distance. Donc on a voilà, vraiment quelque chose qui est en train de se passer là, et qui, en ce moment, en littérature, notamment francophone, là j'évoque vraiment que quelques titres, qui me semblent vraiment très intéressants comme esprit au moment du temps, pour dire, voilà, quelque chose est en train de se passer qui est en train d'effleurer et de bouger le tabou de la violence des femmes. Et d'une violence comme une réponse, eh ben, pas forcément illégitime à la violence des hommes, parce que la grande question c'est qu'est-ce qui arrêterait de faire en sorte que les hommes violent une fois toutes les 7 minutes pour ce qui est de la France. Et est-ce que la peur de se faire exploser à distance fonctionnerait? Là, je vais lire la fin, donc il y a plein de péripéties à l'intérieur qui sont vraiment géniales. Divulgachage maximal. Alors, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Ouais, juste le dernier paragraphe. Cette nuit-là, sans même le savoir, toutes les jeunes filles et toutes les femmes ont acquis le pouvoir des faleurs. Comme ce fait est possible, comment ce fait est possible, ça, personne n'en sait rien. Ça, c'est parce qu'on n'est pas du tout en hard SF, hein. C'est arrivé, c'est tout. C'est ainsi que pendant un certain nombre de jours en France, le temps que l'information ait bien été assimilée, toutes les 7 minutes, une bite a explosé. Et on va pas plus loin que cette espèce de non-événement, de la diffusion du pouvoir comme de l'information, qui va imaginer autre chose. Moi, ce que j'imagine, c'est quelque chose de plus Black Panther Party, c'est il se passe quoi globalement si des nanas se baladent avec des filles dans les rues? Est-ce que peut-être qu'on va arrêter de tripoter des culs dans les métros, quoi? Hein, c'est un peu ça ma question. Moi, je pense que ouais. Bon, je pense que oui. Je pense que c'est aussi des questions politiquement évidemment très compliquées, mais c'est ce que j'essaie d'écrire. Et aussi dans un roman de science-fiction, même si la science-fiction, je ne la place pas sur la question féministe, ce qui amène plein de choses. Bon, on va peut-être faire un truc plutôt général sur... C'est clairement une réécriture de Solanas, non pas exactement sur le génocide masculin promu par Solanas, mais par cette espèce de mutilation qui a en même temps, donc qui va amener une impuissance littérale, si votre pénis est explosé, et en même temps une impuissance malgré tout des femmes, puisque la plupart de ces pénis sont quand même reconstruits, plus ou moins, éventuellement avec des effets d'agrandissement. Donc là, il y a quand même quelque chose qui, politiquement, nous parle de cette question, donc de l'impuissance des femmes, et est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'il faut imaginer quelque chose d'un peu magique, comme un courant électrique, ou la possibilité d'exposer des pénis à distance pour réfléchir à une sortie du patriarcat? Et là, il y a quelque chose de l'ordre du désespoir féministe, du même frôlement de la science-fiction que dans le SCOM Manifesto. Et qui nous dit voilà, quelque chose de très impuissant sur nous, notre monde et sur ce qui se passe, parce que si on doit imaginer quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, pour imaginer autre chose, c'est qu'on est mal barré. On peut avoir tous ces éléments-là. Ça va être la partie super négative et on va dire évidemment un peu politique du bouquin. Et où est-ce que c'est un mode d'emploi? Ça peut pas puisque c'est de la fiction. Est-ce que ça nous dit d'autres choses d'un point de vue même politique, sororal, etc. Et oui, évidemment. Évidemment que ça nous dit autre chose et notamment sur ce qui pour moi est un des points extrêmement importants du bouquin, c'est-à-dire la jubilation. C'est-à-dire pas seulement l'humour, mais plus largement à la jubilation. Donc je vais un peu commencer par l'humour et je vais essayer d'aller jusqu'à cette idée jubilatoire. L'humour, je disais chez Olympe Audouard dans Guerre aux femmes, il sert notamment à neutraliser la charge offensive à la fin. Et là, on a des choses ici, on l'a vu avec l'encadré initial, l'humour, il est censé neutraliser une espèce d'attaque. En gros, si vous voulez pas être disqualifié par le roman, donc quand vous lisez ça, si là vous êtes déjà vénère, vous n'allez pas lire le roman, ça va être pire. Et c'est censé vous mettre du côté de oh là là, vous voulez pas être, si je parodie Stendhal, du côté de ces hommes glacés. Donc t'es obligé d'être de ce point de vue-là, si tu veux pas être disqualifié en n'étant pas drôle. Ce qui est exactement la rhétorique de oh là là, on peut plus rien dire, on peut pas rire, mais remise au service du féminisme. Et ça fait toujours du bien de voir un renversement et un décadrage et un recadrage de ces choses-là, et qui sont aussi drôles, dans ce sens que c'est rhétoriquement efficace, ça fait du bien d'être placé au centre d'un récit, ça c'est encore ces questions d'empathie, où on est quand même, franchement, en tant que femme, rarement au centre du récit, hein, ça c'est juste un fait pas très marrant, enfin... Ça m'amuse pas des masses, que les récits ça s'adresse pas spécialement à moi, mais ça va aussi avec cette question de, que je mentionnais, des citations que l'on va reconnaître, du pastiche, et d'une certaine légèreté.
on le voit, l'espèce de surplomb qui va regarder de manière un peu éthologique, naturaliste, cette espèce de chasse. Elle n'annihile pas, elle ne diminue pas la tension dramatique, mais en même temps, elle va rendre ridicule le gars qui devient vraiment emblématique, et ce ridicule, il permet de prendre en compte, enfin, il permet de s'en moquer, ça fait du bien, ça va relier. Donc on a toutes ces charges-là qui vont être importantes, et qui vont aller sur une scène qui est extrêmement emblématique, qui est connue, qui maintenant est connue au-delà, on va dire, du cercle des seules femmes qui vont parler de MeToo et de harcèlement de rue, mais ça fait quand même déjà beaucoup de femmes. Enfin, voilà. Donc il y a tout ça qui va permettre de créer un effet de communauté par la connivence du récit, et un effet de communauté qui, ça va être une première couche. Ça va aussi aller avec ce que Volodine appelle l'humour du désastre, qui est un peu l'humour des catastrophes, c'est-à-dire, ça va vraiment pas, comment ça passe par-dessus. Ça, c'est quand même une des parts de l'humour de Solanas. Et donc Solanas, on se rappelle le trigger warning de Faller, il correspond quand même très très bien au trigger warning de Scum. À toutes celles qui. Voilà. Et avec des jeux d'adresse qui vont quand même être très différents. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, alors, je pense pas qu'on ait besoin d'avoir lu Scum pour comprendre. Si on l'a lu, ça amène, à mon avis, un plaisir supplémentaire, surtout si on l'a aimé, évidemment. Mais ce sont un peu ces mécaniques-là qui sont reprises. Et alors, l'humour du désastre pur, là, on va l'avoir dans les moments vraiment gore. Voilà. Donc tout ce qu'on va avoir, c'est en fait une espèce de jubilation qui est très proche du Rape and Revenge et du cartoon, concrètement, pour rigoler de... imaginons qu'on arrive... imagine, t'arrives à croire si on arrivait à leur exploser les bites à distance. Oh la vache. Voilà. Cette espèce de délire qu'on peut avoir en fin de soirée, en gros, quoi. Donc, on prend une hypothèse, et on en fait... Allez, pas une expérience de pensée, c'est pas de la philo, c'est de la littérature. On va essayer de vraiment d'imaginer jusqu'où le délire peut aller. Attention, quand je dis délire, je ne vais pas le dire dans un sens psychiatrique. Là, j'ai vraiment lu tout un article qui ramenait la misandrie de Lomienne à du délire. Mais c'était nul, en fait, quoi. C'était super nul. C'est-à-dire que là, il y a aussi un moment où cette espèce de « et si ?» il est fun. Il est là pour avoir une espèce de jubilation de pouvoir, d'empowerment et d'agentivité, et qui va... effectivement, décoller du réel, ici en imaginant ce pouvoir-là. Mais tout le reste, la sororité, faire un groupe de rock, s'organiser entre elles, d'avoir des mascus appris au cul, etc., qu'est-ce que ça a d'irréel en fait ? Rien. Bon. Donc on a un tout petit peu d'irréel pour amener cette chose-là, et dont on ne va même pas dire que ça détruit complètement le patriarcat, mais il y a quand même un moment d'efficacité, voilà, quelques jours le temps que l'information passe. Et c'est là où on voit que la charge politique, c'est un peu comme si on restait encore au seuil. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant. Parce que moi, c'est des choses que j'ai du mal à dépasser aussi dans mon propre roman, mais que je vais aborder très différemment. Mais ça, on va essayer de me laisser le temps de le finir. Je vous jure que je fais des efforts. Là, je pense que ça sera fini cet été. C'est le but. Cet été, ça veut pas dire publier, ça veut dire moi que j'ai un gros truc. Ce qui va se passer ici au niveau de l'humour et du comique, c'est que donc voilà, on part de cette idée qui est un peu délirante, et ça c'est vraiment comme le SCOM, qui repose notamment sur l'idée qu'on a mis en place l'automation généralisée et que les femmes n'ont pas besoin des hommes pour se reproduire, ou en tout cas même de leurs gamètes, puisqu'elles arrivent à se reproduire par, j'arrive jamais à le prononcer, parthogenèse, parthénogenèse, toutes seules. Voilà. Et ça c'est également une idée qui est à l'origine du Hurland de Charlotte Perkins Gilman. C'est le fameux « et si ?» allez, on y va, qui est proche de ce qu'il y a chez les enfants, qui va revenir là. Et à partir de là, inutilité des hommes, boum, génocide masculin. Et avec la jubilation de montrer comment tout ça se déroulerait au fur et à mesure. Et le plaisir de dérouler une fiction. Plus qu'un délire. Je pense qu'une fiction, c'est bien. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement proche de ça. Et donc la jubilation, elle va être dans la structure de Rape and Revenge, dans les renversements, dans tous les signes de connivence avec un féminisme quand même assez contemporain, dans toute la pop culture contemporaine, il y en a partout, des choses qui sont vraiment... Alors, l'espèce d'école pour démonter la culture du viol à la française au milieu, un régal. L'épisode de Maggie, là, je connaissais pas... je l'ai vu sur le profil Facebook de Clé de l'Homme, je vais mettre en description.
hyper bien, donc ça, si vous voulez aller plus loin ou voir de quoi il s'agit, c'est hyper bien. Cette espèce d'idée de comment mettre en place une analyse de la culture du viol à partir d'œuvres culturelles françaises. Cocorico, hein. C'est beau, hein, c'est français. Etc. Et à partir voilà, de ces éléments qui sont très ancrés dans une littérature contemporaine, qui assimile, digère et reprend de la pop culture, mais ici une pop culture qui est quand même très ancrée dans un féminisme et qui va permettre d'avoir une espèce de transmission, notamment intergénérationnelle, et qui va mettre de l'horizontalité là où il aurait pu avoir que du jeu générationnel. Politiquement, c'est impeccable, et ça va avec cette jubilation de cartoon et de films d'horreur gore. Voilà. Parce que pourquoi ça serait des gentilles filles et que ça serait qu'on irait couper des couilles avec un sécateur qui serait bien affûté et désinfecté. Non, c'est beaucoup plus drôle d'imaginer une explosion. Vous voyez, c'est là où, voilà, quitte à y aller, autant aller dans le grand guignol, qui est d'ailleurs un mot qui est employé à un moment, et dans l'outrance, et à ce niveau-là, c'est complètement du Rabelais. C'est exactement les batailles de Picrocole ou ce genre de choses. Il faut le voir dans ce prisme-là, mais avec aussi quelque chose en plus. Et je pense qu'il faut aussi lire le SCOM avec ça, mais il y a quelque chose chez Solanas, chez Delhomme, qu'il n'y a pas chez Rabelais, c'est la charge politique. Et là, on est encore, comme dans Pauvre Folle, sur cette espèce de à peu près réel et pas complètement possible. Et ça, c'est un peu le propre du féminisme. Je remonte aux Saint-Simoniennes et à l'invention du féminisme, on va dire moderne, dans le journal La Femme Libre, Apostolat des femmes, 1832-1834, ou dans les textes de la Solanas du XIXe siècle, Claire Desmarres. Il se passe un truc, à ce moment-là, c'est que ces femmes sont croyantes. On est avant 48, on ne peut pas imaginer même des socialismes qui soient athées. Ou qui se passeraient de religion. Ce sont des non-sens. Ce sont des choses qui sont impensables et qu'on a du mal encore à voir. Mais ce qui va se passer, c'est que ces femmes, en inventant aussi la sororité, etc., elles se... Ça fait une vidéo super longue, mais c'est tellement intéressant. Elles arrivent à... Elles inventent elles ont un rapport au texte. Je ne sais pas ça, si elles l'inventent complètement, parce que c'est quand même celui... Renan le voit chez les prophètes, etc., hein, par exemple. Mais elles ont un rapport au texte qui est vraiment un rapport religieux, ce qui ne veut pas dire un rapport sacré. Ça veut dire qu'elles croient à l'imminence de ce qu'elles vont raconter, et elles croient que le texte est performatif. Ce qui ne veut pas dire que le texte est performatif. Ça veut dire qu'elles croient réellement que quand Jésus dit « le royaume de Dieu est parmi nous », le royaume de Dieu est parmi nous. Et ça, c'est tout ce qu'il y a derrière la métaphore vive de Paul Ricoeur, sans que ce soit toujours explicité, c'est-à-dire que la métaphore, c'est une tension linguistique, de langue, qui traduit une tension ontologique dans l'être. Quand Jésus dit « le royaume de Dieu est parmi nous », le royaume de Dieu, il l'est et il n'est pas parmi nous. Alors, on peut dire que c'est quantique si on veut, mais c'est en fait cette espèce d'état de bi-être, quoi, voilà, en même temps, qui est traduit par la métaphore. Et que la métaphore fait advenir, mais évidemment, pas complètement. Mais ça fait naître des réalités autres et des réalités qui ont un statut très particulier qui en fait est celui de la fiction et d'une fiction condensée. Et c'est exactement ça qui va se passer au creux de l'humour de Chloé Delhomme et de Solanas. C'est-à-dire que ni l'une ni l'autre n'appellent au génocide masculin. Solanas un peu plus. Et l'une comme l'autre vont évidemment avoir beaucoup de misandrie, jusqu'à des modes d'action un peu pratiques, et à ce niveau-là, le SCOM est vraiment un mode d'emploi beaucoup plus pratique. Mais le SCOM, on l'a dit, on l'a rappelé, il se situe sur cet entre-deux du « et si ». Et donc, en fait, ses bases sont fausses. Mais ce qui est très juste, c'est la façon dont l'humour va être ravageur. Et là, en fait, à mon avis, là, il y a quelque chose qui, au niveau même de la fiction, advient justement parce que ça nous fait rire. Et parce qu'il y a cette espèce de jubilation qui, elle, alors est-ce que c'est performatif ? Moi, je parle plutôt d'hyperlocutoire. Mais il y a cette efficacité du comique qui va venir subvertir. Et ça va vraiment fonctionner. Donc on a tout un truc qui va être vraiment une transmission avec des jeux de connivence, de reconnaissance et de transmission de la culture du viol, façon une culture du viol à la française de Valérie Robert, d'autres éléments du SCOM, etc. Et que là on pourrait complètement dépioter, mais ça commence à devenir une thèse. Et qui passe parce qu'on a cette base pas vraie,
dans un récit qui se montre quand même sacrément référentiel, mais pas complètement, et qui est plus un récit chez Delhomme que chez Solanas, mais le SCOM c'est aussi un récit. C'est un récit prospectif, le SCOM. Et là, on a vu au niveau de la temporalité du départ que ça ne l'est pas complètement, et ça va amener ce rapport au réel du qu'est-ce qu'on peut faire, et déjà voilà ce qu'on va faire, on va rigoler, mais dans cette rigolade, et sous couvert de cette rigolade, il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, il n'est pas forcément, il n'est pas déployé, il n'est pas explicité. Et c'est là qui est précieux, et là vraiment c'est mais cet indirect est précieux de Roland Barthes, leçon inaugurale, etc. Je vous renvoie à la vidéo, enfin aux 3 vidéos sur la leçon inaugurale de Barthes de cet été. C'est-à-dire que là, ce qui va se passer, on va rigoler, évidemment qu'on va recevoir plein de savoirs féministes, un point de vue du monde féministe, ce féministe gaze, et en fait, cette espèce d'école féministe souterraine, c'est l'école des féministes gaze, d'une certaine façon. On peut le voir comme ça, on n'est pas obligé, si on veut utiliser le concept. Mais ce qui va s'y passer plus largement, c'est que donc dans même la transmission de ces savoirs et le comique qu'il peut y avoir dans les effets, qui ne sont pas que des effets connivants, c'est aussi des calembours. On l'a dit, oh, je commence à fatiguer. comment elle s'appelle là, l'espèce dans le décor, l'héroïne. Importunator, voilà, je voulais l'appeler Impertrédator, mais ça c'était un peu plus violent. Dans l'importunateur, voilà, on est dans le calembour. Et il y a des moments comme ça qui sont des moments de pur calembour, comme il y a des vers blancs, comme il y a de la beauté. Voilà. Et des moments qui vont voilà, s'inscrire dans une histoire de misandrie, par exemple avec la citation d'un poème de Vivien, d'autres chansons, etc. En fait, les effets d'intertextualité, de citation et de création avec insertion de texte à l'intérieur du texte permettent de placer le texte dans un monde et en fait de transmettre ce monde et de le transmettre avec un certain regard qui est celui du comique subversif et qui est complètement le comique de Valérie Solanas et qui est quelque chose qui permet de se situer vraiment dans un mi-chemin entre la fiction et le réel et qui en fait s'amuse du réel pour créer ce monde qui n'était pas entièrement désirable mais qui serait quand même pas si mal et qui serait au moins une galéjade. Et je n'ai pas dit que c'était pas une galéjade sans cruauté parce que je pense que se faire exploser le pénis fait assez mal. Mais voilà. Et avec aussi toute cette galéjade qui est de prenons au sérieux, et ça c'est très Solanas, le complexe de la castration de Freud pour en faire un fil d'intrigue. Et voir ce que ça va donner et tout ce que ça va renverser en place. Et ça c'est là qu'on va avoir quelque chose qui va être de l'ordre d'une expérience de pensée, mais on n'est pas du côté de la philo, parce qu'on va ébranler le vieux domaine, d'une certaine façon, le vieux bâtiment, pour voir qu'est-ce qui tient pas, et globalement, toutes les fondations sont pourries. Mais on dit en même temps que c'est un peu dur de les faire bouger, et donc, on va continuer. Et là, il y a toujours ce rapport extrêmement tendu au réel, avec un réel qui est complètement retransformé par l'hypothèse semi-bouffonne de l'explosion des pénis, et d'une misandrie qui finalement, on ne sait pas comment, ou alors sans forcément passer par l'étape texte, mais qui se révèle possible. Voilà, c'est ça. Et là, la possibilité de concrétiser la colère, qu'est-ce que ça donne ? C'est ça la question que nous pose Faller. Ça donne aussi beaucoup de rigolade, mais ça donne ce truc complètement fou aussi de pouvoir s'imaginer en mode organisationnel, et ça c'est quand même assez précieux. Il y a encore beaucoup de choses à dire, je pense que c'est pas si mal, et je vous dis à bientôt.